Salut à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette troisième vidéo concernant la deuxième partie, les crises de ma série de vidéos consacrée à la chute de Babylone, concernant le système économique et civilisationnel du monde occidental. Effectivement, il est toujours important, notamment à cette époque, et ce qui se passe, de comprendre vers où on va. Et cette dernière séquence, elle est là aussi pour nous aider, au niveau des crises et pour savoir où on va. Je sais humblement, comme d'habitude, avec cette frise chronologique, essayer de dérouler la suite des crises. Alors on s'était arrêté en fin de deuxième partie sur la crise russe, bien évidemment. La frise chronologique du cycle monde diplomatique. J'ai continué tout simplement, et on le sait, ce qui s'en est suivi aux années 2000, et je vais y revenir. Alors en 1999, grave crise financière au Brésil. Janvier, crise financière au Brésil, où le réal chute de 40% en quelques jours. Les pays voisins, dont l'Argentine, premier partenaire commercial du Brésil, sont atteints. L'euro devient la monnaie unique des pays de l'UEM. Toutes les opérations sur les marchés financiers se font désormais en euros. Novembre, le président William Clinton abroge la loi Glass-Steagall, instaurée en 1933 par le président Franklin Delano Roosevelt pour séparer les activités des banques de dépôt et celles des banques d'investissement. Comme d'habitude, bien évidemment, un article qui caractérise cette crise brésilienne, un petit article d'universalis.fr du 13 au 15 janvier, Brésil, crise financière à la suite de la dévaluation du réal. Alors, le 13, la Banque centrale décide sous la pression des marchés financiers d'élargir la marge de fluctuation du réal par rapport au dollar. La monnaie brésilienne perd aussitôt 9% de sa valeur par rapport au billet vert. Elle était surévaluée, selon la plupart des experts, depuis l'adoption du plan réel de stabilisation de la monnaie en juillet 1994. Des attaques spéculatives avaient suivi l'annonce le 6 par le gouverneur du Minas Gerais d'un moratoire sur le remboursement de la dette de cet État à l'égard de l'État fédéral. Cette décision, qu'approuvent d'autres États brésiliens, remet en cause le programme signé avec le FMI en novembre 1998, après la Thaïlande en 1997 et la Russie en 1998. Le Brésil est à son tour frappé par une crise financière qui affecte aussitôt les bourses sud-américaines et mondiales. Voilà, ça fait comme un château de cartes ou des dominos. C'est ça le système économique mondial. Le 15, la Banque centrale décide qu'elle renonce à soutenir le réal dont la valeur par rapport au dollar continue de chuter, tandis que la fuite des capitaux étrangers se poursuit. Voilà pour cette crise brésilienne. Bien évidemment, alors là nous rentrons dans les années 2000, c'est la fameuse crise d'Internet, cette séquence, la crise d'Internet, .com, surnommée comme ça, et la crise de subprimes qu'on va voir en 2008. Alors, bien évidemment, les subprimes, ce sont des crédits aux débiteurs à risque. Bien sûr. Alors, bien évidemment, à l'année 2000, la crise .com. Mars 2000, chute des valeurs de la nouvelle économie liée au secteur de l'informatique et des télécommunications à Wall Street, la bulle Internet. Donc, la fameuse crise .com. Importante quand même à comprendre. Sur le blog Alpus, nous avons un article très intéressant concernant la crise .com. La crise .com, et puis c'est un article aussi intéressant, de la crise des valeurs .com à celle des prêts subprimes. Donc, intéressant de comprendre comment les choses se sont déroulées. Un article de 2010 sur la crise .com notamment. Alors, je vais lire l'intégralité de l'article parce que c'est très intéressant. Itinéraire d'une crise de la crise des valeurs .com à celle des prêts subprimes. Comment une bulle financière peut se muer en bulle immobilière et remettre en cause la stratégie monétaire d'Alan Greenspan. C'était le président de la Fed à cette époque, au début des années 2000. Plus de crise en suivant la dernière année du XXe siècle va voir se déclencher la dernière grande curée boursière qui commencera sur les valeurs Internet pour s'étendre ensuite à pratiquement tous les grands indices internationaux au menu, le traditionnel crédit facile qui permet à la bulle de se développer
dans des proportions grotesques. Ça me fait penser à Léonard de Vinci, les proportions grotesques, bien évidemment. Les disgorgeuses. En 1991 et 2000, l'économie américaine va connaître une période de croissance forte et sans inflation, qui entraînera la création de millions d'emplois. Le marché a souvent donné beaucoup de crédit à Alan Greenspan, l'ancien président de la Réserve fédérale, pour avoir maintenu pendant si longtemps des conditions propices à la hausse de l'activité économique. Certains économistes de renom lui reprochent aujourd'hui de ne pas avoir sonné plus tôt la fin de la récréation et d'avoir permis, par son inaction justement, la création d'une bulle financière dont l'explosion continue de se faire sentir aujourd'hui. Dans la soirée du 5 décembre 1996, Alan Greenspan prononce un discours resté célèbre dans lequel il évoquait l'exubérance irrationnelle des marchés boursiers. Il y a également la situation de l'époque, la situation japonaise, et soulignait qu'en tant que banquier central, son rôle était de lutter contre la formation des bulles. Le lendemain de ce discours, l'indice Dow Jones clôture en baisse de 1% à 6381,14 points, tandis que le Nasdaq et le Standard & Poor's 500 terminent la journée respectivement à des niveaux de 1287 et 739 points. Donc, finalement, l'inaction de la Fed, donc des actions d'Alan Greenspan, de l'inaction d'Alan Greenspan. Donc, 4 ans plus tard, au premier trimestre de l'an 2000, donc, l'indice Dow Jones flirtait avec la barre des 12 000 points, l'indice Nasdaq titillait les 5 000 points et le Standard & Poor's celle des 1500 points. Dans l'intervalle, les grands indices doublent et quadruplent de valeur. La Fed baisse dans un premier temps ses taux jusqu'à 4,75 dans le courant de 1998 avant de les remonter très progressivement. À la fin de l'année 1999, le taux directeur de la Fed n'est toutefois que de 0,25, supérieur à ce qu'il était lorsqu'Alan Greenspan prononça son fameux discours de 1996. Il n'a pas relevé ses taux d'intérêt pour freiner l'enthousiasme des marchés. Il a attendu que la bulle éclate, ce qui se produisit en 2000. Donc c'est de l'inaction. Et ce n'est qu'après coup qu'il a tenté de remettre de l'ordre dans cette pagaille, souligne Paul Krugman, prix Nobel d'économie en 1998. Pour être juste envers Greenspan, de nombreux économistes des deux bords de l'échiquier politique étaient d'accord avec cette doctrine. En clair, Greenspan attendait que l'inflation se manifeste avant d'agir. Alors finalement, cette crise .com, la crise la plus emblématique de cette bulle fut bien entendu le lancement de nombreuses .com, c'est-à-dire des entreprises liées au commerce d'Internet, bien évidemment. Notamment les GAFA et autres. Le venture capital était surabondant et la stratégie de toutes ces sociétés de la nouvelle économie était de prendre des parts de marché en ligne sans se soucier vraiment de la rentabilité dans un premier temps. Avec beaucoup de moyens, peu de revenus et une concurrence acharnée entre des sites pratiquement semblables, les marchés se sont toutefois progressivement rendus compte que la nouvelle économie n'était finalement pas si éloignée de l'ancienne et qu'en définitive la capacité d'un groupe à dégager des bénéfices était tout aussi importante. La plupart des figures emblématiques de l'époque ont aujourd'hui disparu, soit parce qu'elles ont été rendues par un gros acteur, soit parce qu'elles ont été prises dans l'éclatement de la bulle et par le tarissement des sources de financement. Seuls quelques grands noms, les GAFA donc, Google, Amazon, eBay, etc., sont parvenus à assurer leur survie. Important, intéressant. Mais comme on l'a vu, la bulle n'était pas seulement une bulle Internet. Tous les indices américains avaient doublé de valeur sur une période de 3 ans et même les entreprises traditionnelles se négociaient à des ratios de valorisation historiquement élevés. Alors, pour finir ces deux paragraphes, le taux plancher. Sans pouvoir parler vraiment de crack boursier, les indices américains vont ensuite perdre entre 40 et 75% en l'espace de 3 ans. L'indice Nasdaq étant bien entendu le plus touché, avec un plus bas de 1108 points, atteint en octobre 2002. Bien entendu, les faillites de WorldCom, d'Enron et les attentats sur Tour Jumelle à New York ont également eu un impact significatif sur le climat boursier. Enron, c'était justement, quand je parlais la vidéo précédente par rapport à Black Masters, l'entreprise qui a fait chuter un bateau, il y a eu une grande catastrophe écologique. C'est dans la foulée de l'éclatement de la bulle boursière que va naître la bulle immobilière. La Fed va en effet adopter une politique très accommodante. Les responsables de l'institution, craignant de voir l'économie tomber dans une déflation à la japonaise, les taux d'intérêt vont chuter jusqu'à 1%, ce qui va entraîner un rebond frénétique de l'activité immobilière.
Le mouvement fut alimenté par des créditeurs qui sont devenus très peu regardants quant à la qualité de crédit de l'emprunteur. La bulle immobilière va également trouver un terreau fertile dans le développement des produits titrisés. Les indices Standard & Poor's 500 et Dow Jones repasseront leur niveau d'avant-crise dans le courant de l'année 2007, avant de replonger rapidement suite à l'éclatement de la seconde bulle. De son côté, la seconde bulle, donc, c'est la bulle des subprimes. Attention, il peut y avoir une troisième. C'est pour ça que je fais cette séquence en posant la question chute de Babylone, parce que la troisième bulle qui peut éclater, ça peut faire chuter aussi un système civilisationnel. Très important de le comprendre. De son côté, l'indice Nasdaq n'est jamais revenu à son niveau du début 2000, ce qui fait dire à certains économistes que les marchés américains restent encore actuellement dans une tendance baissière de long terme. Donc voilà pour la crise .com, très importante. Très importante à comprendre par rapport à la situation aussi américaine et ce qui s'est passé. Alors là, bien évidemment, on ne peut pas passer à côté de ce qui s'est passé en Argentine en 2001, bien entendu. Bien sûr, en 2001, une crise de la dette éclate en Argentine. Le FMI refusera en décembre d'allouer une aide d'urgence de 1,2 milliard de dollars, 800 millions d'euros à Buenos Aires. Le pays plongera dans une crise sans précédent. Voilà, quand je disais précédemment, quand un pays est en crise, et surtout si le FMI ne renfloue pas, là, le pays il est capoute, pour parler familièrement. Et bien évidemment, je vais continuer ce qui s'est passé en décembre 2001. Ensuite, je vais revenir sur un article concernant la crise argentine. Chute brutale des places financières après les attentats de la veille aux États-Unis. L'injection de liquidités par la Fed et la Banque Centrale Européenne, ainsi qu'une baisse des taux directeurs permet d'éviter une crise bancaire. Faillite en décembre, faillite de la société américaine de courtage en énergie Enron, 65 milliards de dollars, 45 milliards d'euros d'actifs à la suite de malversations comptables, près de 7000 employés seront licenciés. Oui, elle a failli parce que le bateau a coulé aussi. Hein. Elle a été... il y a eu un jugement aussi. Hein. Elle a coulé bien plus tard, parce que c'était dans les années 90, mais elle a fini par couler quand même. Donc bien sûr, avant de passer à la suite, bien évidemment, important de parler de la crise de 2001 et le défaut argentin. Ensuite, il y a une interview de Roberto Lavagna par Olivier Berruyer. Berruyer qui est aussi un économiste qu'on retrouve aussi sur YouTube. Et ce site-là, c'est le pauljorion.com, blog qui tient lui aussi une chaîne YouTube. Alors, de quoi ça part cette crise argentine importante et gravissime, bien sûr. Perspective historique. Rappelons tout d'abord que si l'Argentine est actuellement le pays le plus développé d'Amérique latine, avec ses 41 millions d'habitants, elle était bien plus riche par le passé. Au début du XXe siècle, elle était le 7e pays le plus riche du monde et conservait au sortir de la Seconde Guerre mondiale un niveau de vie par habitant supérieur à celui de la France. Donc là, voilà, il caractérise la crise, voilà, vous voyez dans les années 40, voilà, quasiment. Et puis voilà, il y a eu basculement par rapport aux 30 glorieuses, justement. Et là, ça chute par rapport à la crise. Le pays a toutefois manqué le train des 30 glorieuses. C'est ce que je disais. Donc, en 1950, gouverné pendant 30 ans par des militaires subissant de nombreuses répressions politiques. Et oui. Ça fait penser aussi à ce qui se passe en Afrique post-colonialement aussi. Le retour à la démocratie a lieu en 1983 avec l'élection de Raúl Alfonsín, mais le pays sombre rapidement dans l'hyperinflation, 5000% en 1989. Carlos Menem est élu président en 1989 et va suivre les recettes du FMI en appliquant pendant 10 ans une politique ultra-libérale. Rigidité monétaire, privatisation, réforme sociale, qui va casser l'inflation et provoquer une envolée économique. C'est le miracle argentin. De 1991 à 1998, le pays connaîtra toutefois une forte croissance des inégalités et de la pauvreté, bien sûr. 18% de chômeurs en 1996. L'Argentine figurera alors longtemps parmi les 120 pays les plus inégalitaires au monde. Donc finalement, la crise de 2001, deuxièmement, et le défaut argentin. Pour lutter contre l'inflation, Carlos Menem a arrimé le peso au dollar américain, currency bond. Le pays a donc bénéficié fortement du cours faible du dollar entre 1992 et 1998.
Mais il est mis en difficulté avec la forte hausse de 1998. Moins compétitif, les exportations plongent, entraînant une baisse de la circulation monétaire et du crédit. En 1999, au secours, le pays fait appel au FMI, qui impose, encore une fois, de nouvelles réductions drastiques de dépenses publiques et des réductions des salaires publics et privés. Le mal s'aggrave, la pénurie de dollars et donc des pesos s'intensifie. La récession atteint moins 4%, le chômage explose, le peuple proteste de plus en plus fortement, de nombreuses monnaies locales apparaissent. L'Argentine entre alors dans une spirale déflationniste. Le ministre de l'économie, Domingo Cavallo, peut bien promettre au marché un déficit zéro. Les coupes budgétaires ne font que déprimer plus encore la demande et l'activité. Les rentrées fiscales diminuent, obligeant à un surcroît d'austérité. Keynes aurait deviné la suite, ne pouvant ni dévaluer Currency Board, ni utiliser l'imprimante, la planche à billets, la fameuse monnaie de singe, ni soutenir budgétairement l'activité, en raison de la hausse des taux d'intérêt imposés par les marchés financiers, limitant l'endettement possible. Le gouvernement est piégé et l'économie ne peut malheureusement aller que dans le mur. Le pays a beau faire de gros efforts sur ses finances publiques. En 2001, la dette publique ne représente que 54% du PIB et le déficit environ 30% du PIB. Nous sommes en 2011 à 150% et moins 10% pour la Grèce et 80 et moins 5% pour la France. Malgré la croissance et la recette des privatisations, le service de la dette publique devient de plus en plus lourd. Il représentait 4% du PIB en 1990, mais 9% fin 1999. En 2011, 6% pour la Grèce et 3% pour la France. La confiance des prêteurs internationaux s'érode. Les taux d'intérêt exigés dépassent les 10% début 2001, les 20% en octobre 2001 et les 30% début décembre. L'explosion finale, donc, se produit le 1er décembre 2001. Lorsque la fuite des capitaux et la crise de liquidité, le gouvernement met en place le Corralito qui limite les retraits bancaires à 250 pesos. Ça fait penser aussi à ce qui s'est passé à Chypre par semaine et interdit tout envoi de fonds extérieurs. Le 5 décembre, le FMI constate qu'en dépit d'une nouvelle avance de 8 milliards accordée au mois d'août et de la baisse de 13% des traitements et des pensions d'un pays, le déficit budgétaire pour 2001 avoisinera finalement 4% du PIB, le double de ce qui a été prévu. Conscient de son insolvabilité, il lâche le pays en refusant une nouvelle aide. C'est ce que je disais par rapport à la frise chronologique. L'Argentine connaît alors une gigantesque crise de confiance dans son système bancaire, une grève générale, et enfin le 20 décembre, une série de manifestations violentes se soldant par 28 morts. Le président démissionne et son successeur annonce le 23 décembre que le pays insolvable fait défaut sur sa dette publique extérieure, 100 milliards de dollars, et supprime l'arrimage du peso au dollar, des arrimes, et on le dévalue. Il met également en place des aides sociales et procède à une relance des dépenses publiques. Pour limiter les conséquences de la dévaluation sur le niveau de la vie des Argentins, les autorités décident de faire porter le poids de l'ajustement sur les banques et les entreprises et services publics étrangères pour la plupart. Pour terminer les 3 derniers paragraphes, les premiers mois ont été très durs. Mi-2002, avec une récession de moins 12%, le taux de chômage atteint les 23%, le taux de pauvreté est 57%. Mais la dévaluation a eu un effet très positif sur les exportations, ce qui a permis au secteur agro-industriel de rétablir rapidement sa compétitivité. C'est passé aussi à la Russie avec le secteur agro-industriel aussi qui se maintient. Début 2003, toutes les mesures exceptionnelles, Corralito, etc., furent supprimées et le taux de croissance atteint plus de 9%. En 2004, des propositions prévoyaient une réduction de capital de 75% et plus tard de 65% sont soumises aux représentations des créanciers. Fin 2005, 75% des créanciers avaient accepté une réduction totale de capital de l'ordre de moins 70%. En 2010, 20% de plus ont accepté un accord avec 50% de décote. Donc après, il y a l'interview de Roberto Alagna, de Olivier Berruy, sur le blog lescrises.fr aussi, qui est aussi un site intéressant. Donc, évidemment, comme d'habitude, je mettrai les liens. Donc là, avant d'arriver à la crise des subprimes en 2008, là, dans la frise chronologique, il s'est passé quand même plus de choses. C'est-à-dire qu'il y a la bulle, et voilà. C'est des bulles qui explosent à chaque fois. Comme je vous disais, je ne suis pas un expert, donc c'est mon ressenti. 2002,
le géant des télécommunications WorldCom dépose le bilan. C'est la plus grosse banqueroute frauduleuse de l'histoire. J'avais vu ça dans l'article, il me semble. Avril 2005, aux États-Unis, les sociétés de crédit obtiennent une réforme de la loi sur les faillites personnelles. Elles pénalisent surtout les personnes au chômage ou confrontées à des dépenses médicales trop lourdes. Et là, on commence à arriver à la séquence dramatique. 2007, 8 février, la banque HSBC avertit que les impayés des crédits immobiliers et des crédits immobiliers à risque vont amputer son bénéfice annuel de 10,5 milliards de dollars. C'est le début donc de la crise des subprimes, des crédits aux débiteurs à risque. On est bien d'accord. Le numéro 2 américain du subprime, New York New Century, se déclare en faillite. Août, effondrement du marché américain des crédits immobiliers à risque subprime. Début de la crise financière, avril 2007. Le 9 août, et je vais m'arrêter là, et ensuite j'ai un article concernant la crise des subprimes. Je vais m'arrêter par rapport à la France et à BNP Paribas. Ensuite, évidemment, j'irai jusqu'au bout. Et j'ai un dernier article pour terminer cette vidéo qui récapitule 10 ans après la crise des subprimes. Suspension des 3 fonds BNP Paribas. La BCE injecte 95 milliards d'euros dans le circuit bancaire et la Fed 24 milliards de dollars. Alors là, l'imprimante, elle a chauffé, si j'ose dire. Et comme je disais, il y a aussi des fonds mafieux qui sont arrivés sans que les banques regardent. Voilà. C'était vraiment une grave crise. Et quand même 95 milliards, c'est quand même incroyable. C'est de la pure imprimante, de la pure monnaie de singe. Là pour le coup, c'est malheureux. Alors sur Forbes.fr, crise des subprimes 9 août 2007, la finance s'effondre. Ça c'est par rapport à la France. Et c'est global aussi, c'est très, très intéressant. C'est assez synthétique parce que c'est passé beaucoup de choses lors de la crise des subprimes. Il y a beaucoup de choses sur Internet. Et moi j'ai voulu synthétiser, tout simplement. Article d'Audrey Chabal. Alors qu'est-ce que ça nous dit cet article de Forbes? Il y a 10 ans, donc c'est un article qui date du 9 août 2017. Donc. Il y a 10 ans débutait la crise des subprimes, plus importante crise financière mondiale du 21e siècle. Et c'est en France que tout a commencé le 9 août 2007. La banque BNP Paribas gelait les retraits de ses clients dans 3 de ses fonds monétaires. 10 ans après, les risques existent toujours. Tiens donc. La plus importante crise financière de ce 21e siècle a commencé en France le 9 août 2017, il y a 10 ans, jour pour jour. La banque BNP Paribas décidait de geler les retraits de ses clients dans 3 de ses fonds monétaires pour répondre au retournement du marché américain. Pourtant, rappelle les décodeurs du monde, Baudouin Pro, directeur général de la banque, a affirmé le 1er août que la liquidité des produits, la capacité à être vendue ou acheter, était totalement assurée. Une semaine plus tard, poursuit le monde, les clients ne peuvent plus revendre leur part et récupérer leur investissement. Les fonds de BNP Paribas sont infestés par les subprimes. Les subprimes, donc, jusqu'à l'été 2007, l'économie mondiale se porte bien. En apparence, car depuis le début des années 2000, un drôle de phénomène s'est enclenché. Le marché immobilier américain explose. Les taux d'intérêt sont bas, les courtiers sont payés en fonction de leurs résultats et proposent à des ménages modestes des emprunts à taux variable. Les désormais fameux subprimes qu'autorisent des sociétés de crédit qui ne se préoccupent pas de la capacité de remboursement des ménages. Voilà. C'est-à-dire on donne aux ménages américains voilà, des crédits de maison, on le sait, des crédits de maison, on met des dizaines d'années à rembourser, hein, et sans voir leur capacité de remboursement, notamment la fiche de paye, etc. On a tous essayé de simuler un financement. Maintenant, on sait comment ça se passe, c'est beaucoup plus serré maintenant. Alors que par rapport à la crise des subprimes, on ne regardait même pas aux États-Unis la fiche de paye si une personne pouvait être en capacité de rembourser. C'est quand même une catastrophe. C'est-à-dire, on donne plus de 100 000 ou 200 000 euros pour une maison, et puis après, la personne ne peut pas rembourser, elle n'est pas en capacité de rembourser. Donc finalement, ça va creuser un trou et ça fait une crise forcément. Titrisation. C'est une sorte de millefeuille, explique West France. Les prêts sont empilés les uns aux autres et ajoutés à d'autres actifs.
il forme un titre financier qui peut ensuite être découpé et changé sur le marché comme un gâteau. Cet empilement permet de cacher les subprimes qui sont notés triple A. Très simple par des agences de notation telles que Moody's ou Standard & Poor's. Ces titres financiers complexes sont achetés par les banques du monde entier. Bulle immobilière. Au moment où sont distribués ces prêts risqués bien notés, donc prêts risqués bien notés, bizarre, hein, le prix de l'immobilier se retourne. Dès que le taux monte, les ménages se retrouvent fortement endettés et n'ont plus les moyens de rembourser leurs prêts. Ah, tiens, c'est dès que les taux montent, hein, on est bien d'accord, la mensualité est plus forte et les ménages ne peuvent plus rembourser, tout simplement. De leur côté, les banques ne peuvent pas vendre les titres collés aux prêts immobiliers. Déjà en février, la banque HSBC avait fait part de ses difficultés, c'est ce que je disais dans la frise chronologique, à gérer ses prêts immobiliers aux États-Unis. En juin, deux fonds spéculatifs, hedge funds, enregistrent de sérieuses pertes. En juillet, deux banques allemandes frôlent la faillite. Enfin, le 18 septembre, la Fed a baissé ses taux directeurs pour soulager les banques. Un an plus tard, le 15 septembre 2008, eh oui, la fameuse banque Lehman Brothers dépose le bilan. Il fallait bien qu'une banque explose comme ça. Qu'on lâche une banque du système, qu'on la retire du système. Et c'était quand même important. Et donc aujourd'hui, pour terminer l'article, vous voyez, ça synthétise bien la crise des subprimes, c'est intéressant. Rapidement, la crise s'est déplacée du système financier à l'économie réelle, une crise généralisée du crédit. Ah ouais, comme je disais dans la vidéo précédente, les crédits c'est très compliqué. Les banques ne se prêtent plus entre elles et ne prêtent plus aux entreprises. Le prix des matières premières explose, effectivement, le pain, le lait, etc. Enfin, le lait, c'est comme on dirait une matière première pour faire d'autres ingrédients. Bien sûr, mais on voit bien les agriculteurs qui souffrent énormément. Hein, ça, je crois que c'est clair. Mais il n'y a pas que, mais c'est surtout les agriculteurs qui souffrent. Et les citoyens américains ayant contracté des prêts toxiques se retrouvent sans rien. Depuis, la législation des prêts bancaires aux États-Unis a été renforcée. De son côté, l'Europe a créé une union bancaire placée sous l'autorité d'un superviseur. Mais le shadow banking, ou finance de l'ombre, n'a pas disparu. Au contraire, ça me fait penser à un ancien président qui disait « Mon ennemi, c'est la finance ». Au contraire, c'est une petite touche d'humour, bien sûr. Au contraire, indique France Info, les opérations réalisées en dehors des banques par les fonds spéculatifs, les sociétés de gestion de patrimoine ou les plateformes de financement participatif représentent une somme vertigineuse. Or, indique le site internet, ces opérations, finalement hors radar, comme le vol MH370, échappent presque totalement aux réglementations bancaires mises en place depuis la crise. Comparaison assez burlesque, si j'ose dire. Mais bon, le mot radar quand même rapproche un peu la similitude. Voilà pour cette séquence des subprimes synthétiques. Et nous allons essayer de voir jusqu'à aujourd'hui, de nous ramener jusqu'à aujourd'hui, 2017, 2018, 2019. Essayer de savoir où nous en sommes et ce qui s'est passé après. Parce qu'il s'est passé plein de choses après. Le gouvernement britannique garantit à hauteur de 60 milliards de livres, 75 milliards d'euros, les dépôts de la banque Northern Rock au bord de la faillite. Il annoncera sa nationalisation le 17 février suivant, le 29 octobre. Démission de Stan Lowney, président PDG de Merrill Lynch, après l'annonce d'une perte de 2,24 milliards de dollars. Le 4 novembre, c'est Charles Prince, PDG de Citigroup, qui en faisait autant, suivi le 8 janvier de M. James Kane, PDG de Bear Stearns. Donc en 2008, 21 janvier 2008, les bourses mondiales s'effondrent. Le 24 janvier, les opérations spéculatives d'un courtier, M. Jérôme Kerviel, font perdre 4,9 milliards d'euros à la Société Générale. Je m'arrête un petit peu quand même. Ça, c'est la frise chronologique par rapport à un fait. Hein, on le sait tous, voilà. Par rapport à l'affaire Kerviel, on sait tous bien ce qui s'est passé. On jette la patate chaude sur lui, on sait comment ça se passe le système bancaire. On jette la patate chaude sur lui et c'est lui qui prend tout. Donc on sait très bien. Et d'ailleurs, avec le très bon avocat David Kubi, il me semble, voilà, et puis voilà, il y a eu tout un mouvement sociétal aussi derrière lui, parce qu'on sait tous que c'est inacceptable. Même si on ne sait pas en détail ce qui s'est passé en interne dans leur entreprise,
On sait très bien que c'est pas un courtier qui va faire perdre 5 milliards, ou alors il y a une dépression, etc. Mais c'est pas lui. C'est toujours les dirigeants. Mais les dirigeants ne sont pas touchés, ce sera toujours le petit peuple, si je veux dire, le trader. Quoi. Tout jeter sur un trader, c'est quand même gros pour une entreprise. Hein. C'est pas correct, je trouve. On défend quand même ses salariés, il me semble. 13 février, le président George Walker Bush signe le plan de relance de l'économie américaine. Il prévoit notamment près de 150 milliards de dollars, 106 milliards d'euros, d'allègements fiscaux pour les particuliers et les entreprises. JP Morgan rachète avec l'aide financière de la Réserve fédérale la banque d'affaires Bear Stearns, dont les deux fonds spéculatifs hedge funds se sont écroulés au cours de l'été 2007. 28 juillet 2008, le Congrès vote un plan de sauvegarde de l'immobilier américain de 300 milliards de dollars destiné à 400 000 propriétaires menacés de saisie. Et ça, c'est encore de l'imprimante. C'est quand même 400 000 propriétaires américains. Bah oui, on donnait des prêts à n'importe qui et ce sont ces 400 000 personnes qui ne pouvaient pas rembourser quand les taux ont augmenté et qui ne pouvaient plus payer les mensualisations. La chute, donc, le 7 septembre 2008. Washington nationalise les deux principaux bailleurs de fonds en péril, Fannie Mae et Freddie Mac, co-estimés 200 milliards, 142 milliards d'euros. Le 15 septembre, la banque d'affaires Lehman Brothers donc, dépose le bilan, la Fed refusant de la sauver. Ouais. Ça fait trop d'imprimantes, je dirais tue l'imprimante. La banque America acquiert Merrill Lynch. Il fallait bien crever l'abcès, il fallait bien que le cancer parte, si j'ose dire. Le gouvernement de la Fed rachète 79,9% du capital du numéro 1 mondial de l'assurance AIG, American International Group, pour 85 milliards de dollars. Pour contrer la menace d'un effondrement le 19 septembre, général des marchés financiers, le secrétaire d'État au Trésor, Henry Paulson, propose la reprise des actifs toxiques détenus par les banques, coût estimé de l'opération 700 milliards de dollars, 487 milliards d'euros. Reprendre des prêts toxiques à ce prix-là, c'est quand même gros. Goldman Sachs et Morgan Stanley abandonnent leur statut de banque d'affaires et se transforment en banque commerciale pour pouvoir bénéficier, vous voyez, du plan de sauvetage. Ils ont été quand même plus filous, si j'ose dire, que Lehman Brothers. Wall Street, tel qu'on l'a connu, cessera d'exister, annonce le Wall Street Journal. Ah. Il a déjà existé autrement, hein, il me semble, historiquement, au niveau de l'esclavage. Et là, il va exister autrement. C'est pas ce qu'ils font, mais après 2008, mais en tout cas, Wall Street a bien explosé en 2008. La banque JP Morgan prend, avec l'aide des autorités fédérales, le contrôle de Washington Mutual, qui devient la plus grosse faillite bancaire de l'histoire américaine. Le 28 septembre, la banque britannique Bradford et Bidler est nationalisée. 29 septembre, la Chambre des représentants rejette le plan de sauvetage du système bancaire proposé par Paul Stone. Donc, à partir du moment où la Chambre des représentants rejette le plan de sauvetage, Wall Street ensuite la chute historique. Le fameux 777 de Pierre Jovanovic, il me semble. Très intéressant. Donc c'est le 29 septembre 2008, la date de la chute de Wall Street et donc du système boursier. Le gouvernement irlandais annonce qu'il garantira à 100% les dépôts effectués dans les établissements nationaux. Ah, c'est bien. 1er octobre, le Sénat américain adopte le plan de sauvegarde révisé qui prévoit de porter 250 000 $ le plafond de la garantie accordée aux déposants en cas de faillite de leur banque au lieu de 100 000 $ dans la version précédente. C'est intéressant. La Chambre des représentants adopte à son tour le plan de sauvegarde bancaire massif de 700 milliards de dollars proposé par le Trésor. C'est ce que je disais. La mafia est en coup. C'est pas possible aussi autrement. Il faut être clair. À Paris, les 4 pays européens membres du G8 s'engagent à coordonner leurs actions de sauvegarde du système financier. Donc, il y a une sorte de course, que ce soit au niveau des États-Unis ou au niveau de l'Europe, pour conserver le système. C'est-à-dire la trappe de Wall Street, et on essaie de boucher le trou. Mais jusqu'à combien de temps ça va durer? C'est pour ça que on a peut-être endigué, mais on n'a pas arrangé le système. Pas du tout.
Les bourses mondiales plongent. À Paris, l'indice CAC 40 connaît sa plus forte chute, moins 9,04% depuis sa création. 7 grandes banques centrales, dont la BCE, baissent leur taux pour endiguer, comme je disais, la débandade des marchés financiers. Regardez là, il se passe tellement de choses dans cette frise chronologique. On était en 1637, voilà, crise tous les 10 ans, mais là, depuis 2000, ça a explosé. Et les gens n'ont pas conscience que le système économique a explosé et que là, nous sommes sous respiration artificielle avec des imprimantes. C'est incroyable. Les membres de la zone euro adoptent un plan d'aide massif au système financier. Le Trésor américain, le 14 octobre, annonce qu'il va entrer dans le capital des banques. Le 15 octobre, craignant une récession mondiale, les bourses chutent lourdement. Dans les semaines qui suivent, leur évolution sera marquée par une forte volatilité. Alan Greenspan reconnaît devant une commission du Congrès s'être trompé sur le plan idéologique. Oh là là. En croyant que les marchés financiers étaient capables de s'autoréguler. Comme si c'était un corps humain avec l'homéostasie. Dans le corps humain, il y a quand même une âme. Mais là, il n'y a pas d'âme. Il n'y a rien. C'est que des chiffres et on leur fait dire ce qu'on veut. Et surtout de la malveillance. De la malveillance et de l'inaction. C'est surtout ça. La Réserve fédérale baisse 1% de son taux directeur. 15 novembre 2008, toujours, hein, un sommet mondial sur la crise doit réunir les pays du G20 près de Washington. Olivier Pironnet. Mais non, ça, faut garder ça tranquillement pour voir toute la séquence. Tranquillement. Donc là, on est fin 2008 et j'ai le dernier onglet que nous allons voir dans cette vidéo concernant ce qui s'est passé, je dirais, 10 ans après la crise. Hein, comment les choses se sont déroulées. Donc, frise chronologique très intéressante qui nous explique les séquences historiques, mais rien n'a été réglé là-dessus. C'est dommage, hein, parce que dans les médias mainstream, voilà, on nous dit qu'il y a une reprise, voilà, on essaie en fait de cacher la forêt, quoi, de cacher la vraie vérité. Donc, crise des subprimes 10 ans plus tard, discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les banques. Les Échos. Leséchos.fr, c'est une infographie. Ça aussi, je vais mettre ça en stock parce que c'est vraiment très intéressant. C'est vraiment très bien recherché. C'est extraordinaire. Entre 2007 et 2010, l'économie mondiale est frappée par la pire crise depuis les années 30. Des millions de personnes perdent leur emploi. Et ça continue encore. Bien sûr. Leurs maisons sont saisies. Des banques font faillite. Les États s'endettent pour voler au secours du système financier. Les plus affaiblis sont attaqués à leur tour. Les banques centrales réagissent en adoptant des politiques monétaires totalement inédites. C'est ce que je disais. Depuis la fin des accords Bretton Woods, il y a des bulles de partout, ça explose de partout. C'est tout. C'est le système popcorn. Tout explose. C'est incroyable. Le terreau de la crise. Tout commence avec le démantèlement de la régulation instaurée dans l'entre-deux-guerres, c'est ce que je disais. Amorcé dans les années 80, avec Ronald Reagan, l'assouplissement de la régulation mondiale financière est parachevé par Bill Clinton, sous le lait d'Alan Greenspan, patron de la Fed. Et d'ici Dale Rand, une philosophe libérale dont l'influence est majeure aux États-Unis. Avec le Financial Services Modernization Act en 1999, c'est la fin définitive du Glass-Steagall Act, qui avait posé le principe d'une séparation des banques. Depuis 1933, les établissements sont coupés en deux. D'un côté, la banque d'investissement et de l'autre, la banque de dépôt. S'ensuit une vaste consolidation du secteur donnant naissance à des géants bancaires comme Citigroup. Des établissements qui vont se révéler too big to fail, au cœur de la crise, trop gros pour faire faillite. La concentration du secteur bancaire. Cette concentration se déroule en deux étapes. D'abord, autour de 2000, puis autour de 2007-2008, dans le sillage de la crise, au gré des rachats et des sauvetages. Donc là, on voit un graphique très intéressant. En 1996, on a toutes ces banques, et en 2010, elles ont été absorbées par 4 grands groupes. Citigroup, Morgan Chase, Wells Fargo et Citigroup.
Donc, c'est quand même impressionnant, toutes les banques qui ont été absorbées, quoi, comme les groupes automobiles, quoi, finalement. Ça fait penser un petit peu, ça fait un petit peu penser à ça. Donc, ils sont dans les too big to fail. C'est intéressant ça. Donc, si une de ces banques chute, là, pour le coup, c'est cuit. Mais je dirais c'est plus la banque allemande, Deutsche Bank, qui est plus en grande difficulté. Parce qu'elle, pour le soir, elle a beaucoup de toxiques, beaucoup de prêts toxiques. Elle en a beaucoup. Très intéressant. Hein. Un an plus tard, l'administration Clinton s'intéresse aux produits dérivés et fait passer le CFTC Modernization Act pour qu'il ne soit régulé par aucune autorité. Cette loi libère l'ingénierie financière, la titrisation d'écoles et des produits exotiques comme les CDO, les ABS, les RMBS ou les crédits défaut swap, CDS. Font leur apparition des CDS, sorte d'assurance inventée à 25 ans. Il y a 25 ans, j'en ai parlé hein, sur la vidéo précédente des CDS. Sorte d'assurance, vous voyez, synthétisme. Mais je vais vous expliquer. Par la mythique hein, Black Masters, ces JP Morgan sont qualifiés d'armes de destruction massive, bien sûr, par le financier Warren Buffett. Donc, un pays en surchauffe. Au milieu des années 2000, c'est le feu rouge, les taux sont très bas, et les ménages américains peuvent donc s'endetter à très bon marché. Quand les plus aisés ont un crédit, les courtiers proposent des subprimes. Les subprimes, comme je disais, ce sont des crédits aux débiteurs à risque. Les subprimes, c'est pour des gens qui ont des risques à rembourser. Aux plus fragiles, parfois en accordant des prêts ninja. No information, no job or asset. Prêts ninja plus rentables, les emprunts sont titrisés en masse. Les agences de notation rémunérées par les banques d'investissement sont peu regardantes sur la qualité réelle des crédits et octroient les meilleures notes à des produits pourtant remplis de subprimes. De toxicité donc. Les banques se délestent du risque en vendant ces produits sur le marché. Les fonds de pension des institutions financières dans le monde entier, les bonus sont multipliés par 3. La Fed va pourtant virer au cauchemar, nightmare en américain. Le marché immobilier américain, qui n'avait cessé de progresser, finit par se retourner. Les ménages qui misaient sur la hausse du prix de leur maison, son prix de cours, les défauts se multiplient à partir de 2007 et c'est tout le marché du crédit immobilier qui menace de s'effondrer. Dans le lichage de l'éclatement de la bulle alternante, le patron de la Fed, Alan Greenspan, abaisse les taux, directeur à 1%, un plancher historique pour relancer le crédit et l'économie à de nombreux ménages américains de s'endetter pour pas cher. Mais en même temps, les taux bas alimentent la bulle du marché immobilier. Donc là, c'est un graphique intéressant qui marque la séquence 1971, c'est-à-dire après la fin des accords de Bretton Woods. C'est ce que nous voyons. Avec la Fed, Volcker, Greenspan, Bernanke et Janet Yellen. Donc, c'est les taux. Vous voyez, dans les années 80, les taux étaient très élevés. Mais après, voilà, on est à zéro. Après la crise des subprimes, on est quasiment à zéro. Ça remonte un peu avec Janet Yellen, mais ça ne remontera jamais à 2%. Là, c'est 2%. Toujours 1 et quelques, entre 0 et 2%. Ça n'augmentera pas plus. Alors, on est bien d'accord que ça ne remontera pas plus, parce que là, si ça remonte, c'est fini. Là c'est clair. L'augmentation de la part des subprimes. Part des subprimes, avec les taux bas, certains établissements de crédit n'hésitent plus à accorder des prêts aux ménages les moins solvables. La part des subprimes dans la production de nouveaux crédits atteint des niveaux jamais égalés, jusqu'à 15,5% après la crise. Cette part retombe à moins 5%. Bien sûr. Là aussi, on voit le graphique. Les CDO. Face à l'afflux des crédits hypothécaires, des ménages peu solvables, les banques se délestent du risque en les revendant des banques d'investissement qui les titrisent en produits complexes comme les collatéralisés debt obligations, les CDO. Donc là, on voit l'envolée des CDO. Les obligations de dette collatérale. Donc là, les bonus bondissent. Voilà. Les banquiers de Wall Street sont payés à la commission et n'assument pas le risque lié
aux produits issus de la titrisation, puisqu'ils sont revendus à des investisseurs sur le marché. Pour eux, l'envolée des émissions de CDO rime avec hausse de bonus. Le bonus moyen est passé de 15 dollars en 91 à 191 en 2006. Mais les défauts se multiplient. Crédit immobilier prête défaut de 2003-2007. Après la hausse des taux de la Fed, à partir de 2004 et le retournement du marché immobilier, les ménages les plus fragiles, qui avaient souscrit des prêts à taux variables, sont pris à la gorge par des mensualités qui augmentent. C'est ce que je disais. Crédit immobilier, nouveau prêt en défaut. Voilà, donc on voit bien les crédits immobiliers en pourcentage et les nouveaux prêts. Donc on voit bien qu'il y a une hausse ici des taux, puis bien sûr après la crise ça descend. Et puis en ce moment on voit en ce moment beaucoup de PTZ, prêt à taux zéro en ce moment. Bah oui, c'est une évidence. Alors les cracks à répétition pour terminer cette vidéo. Malgré les premières difficultés de Bear Stearns dans le marché immobilier américain, l'histoire a retenu le 9 août 2007 comme point de départ de la crise financière. Au moment où BNP Paribas gêne les retraits de 3 fonds, le monde financier prend conscience que la crise des subprimes a contaminé tous les marchés du crédit et n'est pas limitée au sol des États-Unis. L'Islande, le Royaume-Uni et l'Europe sont également frappés. Pour le grand public, c'est la chute de Lehman Brothers en septembre 2008 qui marque l'entrée de la crise, alors que l'économie mondiale est au bord de précipice. Les États volent au secours des banques et multiplient les plans de soutien à leurs économies. Peu importe que leurs finances publiques se détériorent, il faut agir vite et frapper fort. Alors, en carte, les principales institutions qui ont fait trembler la planète finance. Donc là, on a le bail-out, nationalisation, rachat, faillite. C'est une carte intéressante. Nous avons la France aussi en bail-out, le Royaume-Uni, l'Irlande, en bail-out, en nationalisation, en rachat aussi. Et on a une seule faillite ici, c'est Lehman Brothers. Sinon, en France, il y a eu des bail-out, il y a des nationalisations en Allemagne aussi, bail-out, nationalisation, Belgique, rachat aussi. Donc voilà. Les États sortent affaiblis de la crise bancaire, mais déjà une autre crise éclate. À Athènes, et oui, la Grèce dévoile l'état réel de ses comptes publics, maquillés pendant des années. Oui, c'était maquillé pour entrer dans le système euro, alors qu'ils n'avaient pas, le système économique fiable, pas compatible en tout cas. Le pays est au bord de la faillite, des craintes d'éclatement de la zone euro font surface et la dette des pays européens est attaquée. Les taux flambent, la crise bancaire se transforme en crise des dettes souveraines. Et les deux s'auto-entretiennent. En 2011, nouvelle vague de doute gagne les banques européennes. Tant qu'un pays de la zone euro menace de faire défaut, en l'occurrence la Grèce, les banques européennes qui détiennent la dette souveraine feront l'objet de toutes les suspicions, des doutes sur la liquidité, à disposition des établissements cristallisent les craintes des investisseurs. En bourse, les banques dévissent de plus du 10% en une séance et des rumeurs de faillite de Société Générale circulent. À peine arrivé à la présidence de la BCE, Mario Draghi éteint l'incendie grâce à 3 mots. Whatever it takes, prononcé fin juillet 2012 en clair, le banquier central est prêt à faire tout ce qu'il faudra pour sauver l'euro. On ne se bat pas avec une banque centrale, dit un avantage boursier, les taux souverains retombent immédiatement. C'est de l'imprimante, hein, voilà. Tout simplement. Impact du whatever it takes sur les taux souverains européens. Et voilà. Whatever it takes, imprimante, et pour sauver l'euro, donc en 2011-2012. Et il dit, et croyez-moi, ce sera suffisant. Donc après, on a comment ils ont sauvé le système financier, mais bon, voilà, pour moi, il n'y a rien sauvé pour moi. Donc, quand on injecte de l'économie, enfin, quand on injecte de l'argent qui est issu d'une imprimante de monnaie singe, il n'y a rien qui est sauvé. Il n'y a rien qui est sauvé.
on agit, il y a une crise, c'est-à-dire on anticipe, donc il y a de l'inaction, il n'y a pas d'anticipation. Il y a de l'inaction, il y a de la malveillance, et puis ensuite on court partout, on prend les fonds mafieux bien sûr, et on imprime. Excusez-moi, là on a juste endigué, on a juste mis, si vous voulez, du sable pour pas... Mais ça va... La force, c'est-à-dire les bulles, ça va exploser la digue rapidement. Donc effectivement, le système économique c'est quelque chose de compliqué, mais il faut bien comprendre que la crise de 2008 n'a pas du tout été résorbée. Bien sûr. Et que malheureusement c'est un système qui peut plus fonctionner. Hein, ce système de plan sablier, donc par rapport au taux, etc. On va voir comment la situation économique évolue. On va peut-être faire des vidéos spéciales par rapport à ça, qui n'est pas liée à la crise de la chute de Babylone, puisque la prochaine partie, la troisième partie donc, de la chute de Babylone, sera consacrée à la mondialisation. Une vidéo que j'avais fait en 2017, que je refais mais avec plus d'éléments quand même. Et qui va avec la deuxième partie. Voilà. La mondialisation, ça corrobore par rapport à ça. Donc on va essayer de comprendre le système sous-jacent de la mondialisation et qui fait qu'il y a peut-être eu des crises aussi par rapport à ça. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout pour cette deuxième partie. Bien sûr, vos commentaires sont toujours intéressants, bien évidemment pour le collectif, et vos abonnements aussi. Bien sûr. Alors, la prochaine vidéo, je parlerai de la loi du 3 janvier 73, ensuite je parlerai du franc CFA, et puis après, je prendrai mon temps pour faire le décryptage final. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner aussi, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout, vraiment, et à la prochaine.